Ok, je pense qu'on peut commencer. Bonjour à tous, je m'appelle Alessia Morta, je suis la chargée des politiques publiques auprès de JPAL Afrique et je suis la coordinatrice pour le webinaire ou webinaire. Il y a un grand débat aujourd'hui à propos des effets du Covid sur l'éducation des filles. Donc, merci à tous les intervenants pour votre appui avec ce webinaire et merci aussi aux participants de nous joindre aujourd'hui. J'espère que ça sera une discussion ouverte et intéressante pour vous. Je vais juste faire un petit rappel à tout le monde d'écrire vos questions dans le chat sans hésiter. Nous allons commencer en termes d'agenda avec une petite introduction des intervenants. Nous allons après passer un peu à une introduction du contexte. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle des effets du Covid pour l'éducation des filles et pourquoi est-ce que c'est une menace? Et ensuite, Pascaline Dupas va nous expliquer un peu sur quelles sont les mesures qu'on pourrait prendre pour mitiger ou réduire les effets du Covid sur l'éducation des filles. Et finalement, on aura l'occasion de faire une discussion ensemble et aussi de répondre à vos questions. Je commencerai avant tout avec des introductions. Donc, peut-être Pascaline, vous pouvez commencer si vous pouvez. Et ensuite, Estelle. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Pascaline Dupas. Je suis professeure en économie à l'université de Stanford, où je suis également, à compter du 1er septembre, la directrice du centre de recherche sur le développement qui s'appelle le King Center on Global Development. Je suis affiliée au JPAL et au sein du JPAL, je suis également co-chair, co-directrice du secteur santé. Et donc, à ce titre, j'aide le JPAL à diffuser les connaissances que nous avons acquises au cours des décennies passées sur les questions d'amélioration de la santé dans le monde. Mais ma recherche a aussi à voir beaucoup avec l'éducation. Et donc, c'est un grand plaisir de pouvoir partager avec vous aujourd'hui ce que l'on a appris au cours des années passées sur la question de l'éducation des filles en particulier. Merci beaucoup, Pascaline. Et Estelle? Estelle, tu es en Estelle. C'est bon? Voilà, merci. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, tout à fait. Donc, merci beaucoup Alessia, merci Pascaline. Donc, bonjour à tous et merci d'être là. Moi, c'est Estelle Koussoubé. Je suis économiste au laboratoire d'innovation pour l'égalité des sexes en Afrique de la Banque mondiale, qui est une unité de recherche en fait au sein du bureau de l'économiste en chef de la région Afrique. Donc, on mène des évaluations d'impact et de la recherche en fait pour comprendre quelles sont les contraintes auxquelles font face les femmes et les adolescentes en Afrique et aussi pour trouver des solutions. Et ma recherche porte aussi donc sur les adolescentes, la santé de la reproduction et l'éducation. Donc, je suis d'autant plus contente de pouvoir être là et d'en parler avec vous. Merci. Merci beaucoup, Estelle. On est en attente de M. Kofi, l'inspecteur général de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. On a des mini-problèmes techniques qui seront résolus bientôt. Donc, je dirais de continuer avec la présentation et on va revenir à l'introduction de M. Kofi après. Donc, nous commençons avec un petit rappel général de l'impact du Covid sur l'éducation des filles. Pourquoi est-on en train de discuter de ce sujet aujourd'hui et à quoi peut-on s'attendre? Estelle, est-ce que vous voulez commencer? Merci beaucoup, Alicia. Je pense qu'avant de peut-être parler de l'impact du Covid, il est important de rappeler un peu déjà quels sont les défis auxquels les systèmes éducatifs dans le monde en fait faisaient face avant le Covid. Du coup, je voulais commencer par rappeler le fait que dans le monde, on a plus de 258 millions d'enfants et d'adolescents
en âge d'aller à l'école primaire et secondaire qui n'étaient déjà pas en fait à l'école avant le Covid, selon les données en fait disponibles d'enquêtes qui ont été mises on va dire, qui ont été collectées en fait dans les pays et sur le site de l'UNESCO. Et parmi ces enfants et adolescents, en fait, ce qu'on constate également, c'est que la majorité d'entre eux, ou en tout cas une grande proportion, n'achèveront pas en fait les cycles primaires et secondaires, donc dans les cycles dans lesquels ils sont déjà enrôlés. Donc, ce qui pose déjà deux problèmes. Et le rapport de la Banque mondiale en fait de 2018 parlait déjà donc d'une crise de l'apprentissage, donc par rapport à ce que les enfants peuvent apprendre à l'école. Donc, on peut constater aussi des disparités qui vont persister donc en matière d'enrôlement, mais aussi en matière d'achèvement de ces cycles, en fonction du revenu des parents, mais aussi en fonction du milieu de résidence, la localisation géographique, mais aussi du sexe, bien entendu, des enfants. Donc, j'aimerais, donc, prochaine slide. Donc, j'aimerais illustrer ce propos justement sur les différences qui peuvent exister en matière de scolarisation ou qui existaient déjà avant Covid, et notamment les différences entre les sexes qui existent déjà. Donc, ce graphique, en fait, montre les taux de non-scolarisation des enfants donc, en âge d'aller au primaire dans différents contextes. Donc là, on peut voir justement les taux de non-scolarisation dans certains pays, le Burkina, le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, et vous avez aussi les moyennes en Afrique subsaharienne. Donc déjà, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a une large proportion en fait, d'enfants en âge d'aller à l'école primaire qui ne sont pas scolarisés. Et ce qu'on constate également, c'est les différences en matière de sexe. Donc si on regarde le cas du Tchad, par exemple, on constate que la proportion de filles non scolarisées en âge d'aller au primaire est double par rapport à celle en fait, des garçons non scolarisés en âge d'aller au primaire. Et ces différences en fait, se répètent aussi dans d'autres contextes, tels que le Niger ou le Mali. Et quand on regarde en fait, ces statistiques pour le secondaire, prochaine slide. Voilà. Donc, ce qu'on constate, c'est que c'est un phénomène qui s'aggrave. Donc, par rapport à des chiffres en fait au secondaire où on avait une moyenne d'à peu près donc 20% en Afrique subsaharienne en fait d'enfants qui n'étaient pas scolarisés. Donc là, on constate que la moyenne donc en Afrique subsaharienne déjà augmente et que c'est le cas dans la majorité des pays. Par exemple, au Niger, 70% des filles en âge d'aller à l'école secondaire ne sont pas scolarisées. C'est aussi le cas du Tchad. Mais les disparités donc, entre les sexes persistent aussi dans différents contextes, en plus du fait que ce phénomène de non-scolarisation augmente. Donc cela, c'était vraiment pour illustrer déjà les défis auxquels faisaient face les systèmes éducatifs déjà avant Covid. Et avec Covid, donc, on s'attend à ce que ces défis s'aggravent. Prochaine slide. Donc, avec la pandémie Covid, donc ici, on fait face à un choc d'offres et un choc de demande qui menace justement d'accroître les défis déjà existants auxquels faisaient face les systèmes éducatifs. Donc, à la fin du mois d'avril, donc selon les données collectées donc, dans les différents pays dans le monde, on avait 180 pays qui avaient en fait fermé les écoles totalement ou partiellement en réponse, bien entendu, à la pandémie. Donc, pour éviter justement que ces pandémies ne se propagent dans les pays. Et on avait 85% des élèves dans le monde qui n'allaient plus à l'école donc à la fin du mois d'avril. Donc, du côté de l'offre, on a donc bien sûr un choc avec moins de possibilités ou moins d'accès à l'école pour les élèves. Du côté de la demande,
on s'attend à ce que l'impact économique en fait, du Covid sur les ménages entraîne aussi une baisse donc, de la demande d'éducation. Pourquoi? Justement parce qu'on s'attend à un choc économique sur les ménages et d'autant plus sur les ménages les plus vulnérables, donc les ménages à bas revenus ou qui sont dans des secteurs qui sont fortement impactés par Covid. Prochaine slide. Donc, pour résumer, et ça nous vient aussi en fait de l'analyse de différentes crises auxquelles le monde a pu faire face, notamment la crise d'Ebola, sur laquelle je vais revenir tout à l'heure, mais aussi en regardant les données qu'on commence à collecter sur Covid. Donc, on s'attend à ce qu'on ait ce double choc donc, sur l'offre et la demande, qui va poser un risque en particulier pour les personnes les plus vulnérables et les filles en font partie. Donc, pour l'éducation des filles en particulier, on s'attend donc à un abandon scolaire, ou en tout cas que les filles repartent moins à l'école quand celles-ci seront ouvertes, à des faibles résultats, donc liés au fait que justement on avait déjà avant la crise donc ce qu'on appelle la crise de l'apprentissage avec des élèves donc, qui, en raison de la faible qualité de l'éducation, n'arrivaient pas forcément à avoir des résultats donc, importants. Donc, on s'attend à ce que ces mois que ces élèves n'auront pas passé à l'école impactent bien sûr les résultats. Mais au niveau des autres résultats, donc au niveau des autres outcomes tels que la santé sexuelle et reproductive, donc les leçons qu'on tire des autres crises, c'est qu'on peut s'attendre aussi à d'autres outcomes négatifs tels que des grossesses précoces ou encore une augmentation des risques des comportements sexuels à risque. Slide prochaine. Donc là, je souhaitais justement faire un parallèle avec la crise d'Ebola et discuter justement de quelques résultats qui ont été collectés donc, dans une étude qui a été menée par des collègues du GIL et d'autres collègues d'autres institutions en Ouganda. Donc, ce qu'on a constaté avec la crise d'Ebola, d'où le parallèle avec Covid, c'est notamment la fermeture des marchés et la fermeture des écoles en réaction, bien sûr, à la crise pour éviter à la maladie pour éviter sa propagation. Et donc, du coup, aussi, un accès réduit aux autres services de santé, donc non liés au traitement Ebola. Donc, quelles ont été les conséquences, en fait, de ces mesures ou des effets de la crise donc, sur les adolescents en particulier? Donc, cette étude qui a été menée par les collègues a montré qu'avec Ebola, on a eu une baisse en fait de 16 points de pourcentage du taux de scolarisation donc, chez les adolescents de 12 à 17 ans à la réouverture des écoles. Donc, moins de filles sont revenues. Donc, on parle de filles qui étaient scolarisées donc, avant et qui, du coup, avec la crise, ne sont pas revenues à l'école. Ensuite, un autre résultat important et intéressant de cette étude, c'est qu'elle a montré justement une hausse des comportements sexuels à risque, notamment donc, les relations sexuelles transactionnelles et aussi une hausse des grossesses précoces de 7 points de pourcentage chez les adolescentes de 12 à 17 ans dans les communautés qui étaient fortement touchées par Ebola. Donc, tout ça pour illustrer justement le parallèle avec Covid et quels sont les impacts auxquels on peut s'attendre. Prochaine slide. Et enfin, donc on commence quand même, même si justement l'étude ou plutôt la collecte de données dans le cadre de Covid reste encore à être effectuée, on commence quand même à avoir des données intéressantes qui nous viennent d'études et de collecte de données qui ont été menées dans les mois derniers. Donc là, je voulais citer en fait des chiffres qui nous viennent d'une enquête menée par les collègues de Innovation for Poverty Action, donc ICA, donc l'enquête Recover qui a été menée en juin 2020 au Burkina, en Côte d'Ivoire, et qui a permis de collecter des données notamment sur le temps passé par les enfants
je veux dire, pendant la crise, mais aussi collecter des données auprès des ménages sur la probabilité ou la perception en fait du retour à l'école des enfants. Donc, ce que l'enquête en fait a trouvé, ou plutôt les enquêtes ont trouvé au Burkina et en Côte d'Ivoire, c'est en fait au Burkina déjà que 65% des foyers avec des enfants à l'école primaire disent que leurs enfants retourneront à l'école, donc une fois l'école réouverte. Donc là, si on se penche un peu plus sur ce graphique, ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a une proportion de 15% pour lequel c'est vraiment certain que ces enfants ne retourneront pas à l'école, d'après en fait les données qui ont été collectées. Et là, on parle d'enfants qui étaient déjà à l'école, donc quand la crise Covid est arrivée, donc à la fermeture de ces écoles. Donc 15% d'entre eux ont un risque certain en fait de ne pas repartir à l'école à la réouverture, malgré le fait que les parents avaient déjà fait le choix en fait de les inscrire au départ. Pour ce qui concerne les données de Côte d'Ivoire, donc ce qu'on trouve, c'est que 80% des répondants donc à l'enquête Recover donc pensent, ou plutôt pensent envoyer donc leurs enfants à l'école à la réouverture. Donc encore une fois, donc 20% de ces enfants qui étaient inscrits donc avant potentiellement en fait ne repartiront pas à l'école. Donc ce que j'aimerais mentionner sur ces enquêtes, c'est aussi le caractère donc important qui est de d'où viennent ces données et auprès de qui elles ont été collectées. Donc ces données viennent surtout en fait d'échantillons urbains, et on peut s'attendre qu'éventuellement dans d'autres contextes en fait on ait une proportion d'enfants qui repartent à l'école moins importante. Donc, c'est encore une fois juste donner une idée des défis auxquels on peut s'attendre, mais ce n'est qu'une photo. Et bien sûr, donc, dans d'autres contextes, on peut s'attendre à des impacts un peu plus importants en fonction justement déjà de la diversité qu'on constatait au départ, donc sur l'accès à l'éducation, quant à la localisation géographique ou au revenu des parents. Prochaine slide. Merci beaucoup Estelle, c'était vraiment intéressant de faire cette introduction. Je vois déjà que nos participants ont beaucoup de questions, donc c'est génial et pas pour vous faire attendre trop, mais on va y arriver, je crois. Et je vais avant tout donner la parole à Monsieur Kofi. Si vous voulez faire une petite introduction et après nous raconter un peu de la Côte d'Ivoire, ça serait génial. Merci Alicia. Je suis donc Faustin Kofi. Je suis inspecteur général de l'éducation nationale et donc dans le cadre de ce panel, j'ai grand plaisir justement à vous parler un tout petit peu de la situation en Côte d'Ivoire. Alors, au FIT, lorsque la crise a éclaté, la Côte d'Ivoire, comme tous les autres pays, a été secouée. Et à la date donc du 5 août, il faut dire que nous sommes à 16 381 cas de personnes confirmées. Et dans ce lot de personnes, il y a donc 12 191 qui sont déjà guéris. Nous avons malheureusement 103 cas de décès et plus de 4 000 cas qui restent encore actifs. Alors, vous comprenez donc que toute cette situation a perturbé énormément la situation socio-économique en Côte d'Ivoire. Et donc, notre système sanitaire a été durement éprouvé. Il y a eu l'arrêt temporaire, bien entendu, de l'école depuis le mois de mars. Mais Dieu merci, cette école a pu réouvrir. Mais avant la réouverture, on peut passer au prochain slide, s'il vous plaît. Avant donc la réouverture, il y a eu que on a adressé quand même des enseignements à des élèves. Donc,
par plusieurs canaux. Il y a eu des capsules à la télé, à la radio. Il y a eu quelques visites qui ont été faites par certains enseignants. Bref, mais l'essentiel était qu'on avait offert un apprentissage à distance aux élèves. Et donc, dans le graphique que vous avez là à gauche, il y a le taux justement d'accès à ces cours-là dans des zones rurales et urbaines. Nous remarquerons qu'il y a eu donc près de 56% d'enfants qui ont eu donc accès à ces cours-là pendant donc une semaine dans les zones rurales, pendant que 45% en zone urbaine avaient accès à ces cours. Et donc, quand on prend sur 6 semaines, ces taux vont énormément baisser. Donc, la tendance est que, effectivement, sur la durée, il y a un relâchement. Nous voyons que pendant ce temps-là aussi, on a pu, dans le cadre de l'enquête, de l'évaluation qui a été faite, qui nous donne ces graphiques-là, on a pu observer le taux d'accès par sexe. Alors, quand on prend la première semaine, on a le taux donc de filles qui ont eu accès à des enseignements à distance, également le taux donc de garçons. Donc, ce graphique-là, c'était juste pour montrer un petit peu donc les tendances dans le cadre de la réponse que nous avons donnée lorsque l'école était fermée. Après donc quelques temps, quelques mois, l'école a repris. Donc, à la réouverture, nous avons alors, il faut dire que l'enquête qui nous donne ces résultats-là a été menée, bien entendu, sur toutes les directions régionales en Côte d'Ivoire. Bien entendu, avec un échantillonnage par direction régionale. Et donc, ça prend en compte les écoles qui sont aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Et elle concerne également les écoles qui sont donc des établissements privés et publics à la fois. Et donc, ce tableau nous montre les effectifs avant la réouverture, bien entendu dans le cadre circonscrit de l'évaluation qui a été faite, et nous donne également le nombre d'élèves qui ont eu accès lorsque les cours ont repris. Il est important de préciser qu'à la reprise, pour des raisons de sécurité sanitaire, les cours s'étaient adressés essentiellement aux élèves qui sont en classe d'examen. Donc, au primaire, il s'agissait donc des élèves qui sont au CM2 parce qu'eux, ils avaient donc un examen à passer à la fin de l'année. Et pour le secondaire, il s'agissait des élèves qui étaient donc en classe de 3e et de terminale. Donc, c'est sur cette base-là, CM2, 3e et terminale, que cette enquête a été menée. Et donc, le tableau nous donne, par zone, rurale comme urbaine, les effectifs d'élèves qui ont eu donc accès à l'école à cette reprise. Slide suivant. Alors, malheureusement, puisqu'on va parler donc de jeunes filles, il s'est trouvé qu'à la reprise, on a constaté donc des cas de grossesse. On a constaté donc 168 cas donc de grossesse en tout. Et vous remarquerez que lorsque nous prenons ce tableau, on va voir qu'essentiellement, on a plus de cas de grossesse, sinon qu'on a des cas de grossesse que généralement en zone urbaine. Vous remarquerez également que même à l'école primaire, où les enfants sont encore plus jeunes, plus petits, en classe de CM2, puisque c'est ceux-là qui ont repris l'école officiellement, on a 5 cas de grossesse. En classe de 3e, on a 68 cas donc, de grossesse. Et en classe donc, de terminale, non, excusez-moi, non, ce n'est pas 68 cas. Le slide est un peu caché, je ne vois pas tout le... Je ne vois pas tout le tableau, mais en tout cas, comment dire, sur ce tableau-là, on verra bien, je cherche toutes les données, puisque c'est un peu caché. Voilà. Bon, ce n'est pas bien grave. Mais il faut remarquer qu'en terminale, donc on a 42 cas de grossesse. Voilà, merci. Et puis, en 3e, on a 121 cas de grossesse. Le tout
cumulés, donc nous fait 168 cas de grossesse constatés, avec une remarque importante, c'est que c'est beaucoup en zone urbaine que nous avons plutôt observé ces cas de grossesse. En zone rurale, on n'a pas eu de cas de grossesse. Voilà. Alors, les jeunes filles, on l'a dit tout à l'heure dans les autres interventions, malheureusement, qui sont assez vulnérables, ont déjà des difficultés d'accès à l'école, et voici que vient s'ajouter encore les situations de grossesse. Donc, la rentrée va arriver encore. Est-ce qu'elles viendront à l'école? Est-ce qu'elles ne reviendront pas? Nous voulons donc mettre en œuvre un certain nombre d'activités qui, quand même, les encouragent à reprendre le chemin de l'école, malgré donc les grossesses qu'elles portent. Prochaine diapo. Alors donc, qu'est-ce que nous prévoyons donc faire pour la jeune fille? Il y a qu'actuellement, nous sommes en train d'élaborer une stratégie nationale de réintégration des filles élèves-mères dans nos systèmes éducatifs. Il y a des dispositions qui sont déjà prévues par la direction des écoles, lycées et collèges pour qu'un enfant qui est porteur donc qu'il soit enregistré et que son année lui soit sauvegardée entièrement. Donc, l'enfant a la possibilité donc de revenir. Alors, dans la stratégie que nous sommes en train d'élaborer, il y a des éléments assez importants qui vont porter généralement sur l'information parce que les parents ne savent pas que la possibilité leur est donnée donc de ramener les enfants à l'école. Les filles même ne savent pas qu'elles peuvent encore revenir à l'école malgré donc leur grossesse. Et donc, la question d'information est très, très importante dans la stratégie que nous sommes en train donc, de développer. Il y a également que les filles sont dans la communauté et je crois que l'intervention de tout à l'heure également l'a révélé. Les stéréotypes dans la société, dans la communauté, fait qu'on a beaucoup de problèmes. Et c'est pour cela que l'un des axes sur lesquels nous allons donc travailler, c'est la formation des animateurs communautaires, de sorte que déjà dans la société, dans la communauté, les parents puissent déjà prendre un certain nombre d'actions qui vont nous aider à faire la continuité à l'école. Et là-dessus, nous sommes donc appuyés encore par des projets. Et puis enfin, il y a le projet canadien qui également nous accompagne dans le cadre justement de ce que nous voulons réaliser avec la stratégie nationale par un certain nombre d'activités et de soutien. Voici un peu donc ce que je voulais dire rapidement concernant donc la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur Kofi. Je crois qu'il y a beaucoup de questions pour vous, beaucoup d'intérêt sur la Côte d'Ivoire. Donc, on va y arriver juste après la présentation de Madame Pascaline Doupa. Donc, Pascaline, merci de… Ah non, pardon. Petite question pour vous. Finalement, comme vous voyez, le Covid, c'est une situation très nouvelle pour nous tous. C'est-à-dire qu'il y a des données préliminaires, mais en même temps, il y a aussi beaucoup de différences entre contexte, pays, situation rurale, urbaine, filles, garçons, etc. Donc, avant de passer à certaines des interventions qui pourraient être adoptées, on voulait savoir de vous ce que vous pensez. Donc, 2 ou 3 questions pour vous. Je vous encourage, nos participants, à aller sur menti.com et d'insérer le code 97 31 95. Ah, voilà. Je vois déjà des participants. Super. Donc, on va commencer avec une petite question assez simple. On voulait savoir de vous, vous travaillez dans quel pays pour avoir une idée géographique de quel contexte vous venez, s'il y a beaucoup d'intérêt dans la Côte d'Ivoire, s'il y a beaucoup d'intérêt dans d'autres pays. Donc, pour vous rappeler, c'est menti.com et le code, c'est 97 31 95. États-Unis, Burkina. Je vois pas mal de Burkina là. Mali dans le chat. Côte d'Ivoire.
Sénégal, intéressant. Côte d'Ivoire. Vous avez pas mal de collègues, Monsieur Kofi. Burkina. Oui, oui. France. Et ceux qui travaillent en Europe ou aux États-Unis, vous travaillez dans quelle géographie? Sénégal. Pour ceux qui n'ont pas compris, donc, si vous allez sur le site menti.com, c'est interactif. Donc, on vous pose la question de savoir dans quel pays vous travaillez. Et vous devez insérer les codes 97 31 95 ou 87 17 31 95. Kenya, intéressant. Burkina, Guinée. Très bien, on a plusieurs géographies avec nous. Donc, merci beaucoup de votre participation. Ok, très bien. La prochaine question, c'est pour les contextes dans lesquels vous travaillez. Vous vous attendez que les écoles réouvriront quand? Ici, on a différentes options. Août, septembre, octobre, novembre, décembre 2021 ou même inconnu. Donc, la situation, c'est tellement difficile à prévoir que ça devient compliqué de le dire. Août, octobre, septembre, octobre. Ok, d'accord. Inconnu, ouais, c'est difficile de le dire en ce moment. Septembre. Je crois que pas mal de pays comptent retourner ou réouvrir pour les prochaines années scolaires, donc septembre. Très intéressant. Oui, effectivement, commencer à la fin de l'année, c'est peut-être pas très intéressant. Ok. Merci beaucoup pour votre participation. « 2021 », le voilà. Ok, d'accord. Donc, pas mal de variétés, comme on s'attendait effectivement. Ce contexte est très différent parmi les différents pays. Donc, si on passe à la prochaine et dernière question pour vous, quelle est votre prévision sur les effets du Covid sur l'inscription des filles? Est-ce que quelqu'un s'attend peut-être une augmentation des inscriptions ou pas d'effet du tout, ou entre 0 et 10%? Bien sûr, ici, on vous pose la question de savoir vos prévisions personnelles. Ça ne doit pas être ni scientifique, ni correct. Je pense que personne n'a la réponse ici. Mais juste pour avoir une idée. OK. Des effets négatifs, surtout, entre 0, plus ou moins 0 et 20%. D'accord. OK, super. Donc, intéressant, ça valide un peu pour nous que ce thème est intéressant pour plusieurs personnes et que de toute façon, dans différentes géographies, on prévoit la même chose. Donc, merci beaucoup. Merci à tous qui ont participé et merci de nous engager dans ces questions. Je vais retourner à la présentation et demander à Madame Pascaline de nous fournir des réponses maintenant, si possible. D'accord, merci et rebonjour à tous et à toutes. Donc, je prends la parole maintenant pour partager avec vous quelques diapositives qui font état de nos connaissances en matière de rétention scolaire pour les filles. La question, c'est comment empêcher les abandons scolaires? Comment encourager les filles qui ont abandonné à reprendre le chemin de l'école ou qui n'ont pas pu aller à l'école à cause des fermetures, de ne pas se dire, tiens, maintenant je ne suis plus à l'école, restons en dehors de l'école. Et la raison pour laquelle on a organisé ce webinaire, c'est qu'en fait, on a de l'information puisqu'au cours des décennies passées, beaucoup de programmes ont été mis à l'essai par des gouvernements, par des ONG, enfin des organisations non gouvernementales, par des chercheurs. Et certains de ces programmes ont été accompagnés d'une évaluation d'impact. Et ces évaluations, qui sont des évaluations scientifiques rigoureuses, nous permettent de savoir précisément si les programmes mis en place ont eu les effets escomptés et si oui, par quel mécanisme. Donc, faire état de ce que l'on sait est particulièrement important puisque pour répondre rapidement aux enjeux amenés par la crise Covid-19, il faut miser sur des programmes qui ont déjà été prouvés comme efficaces ou qui ont une forte chance d'être efficaces. Okay, si on sait que des choses ne marchent pas, c'est peut-être pas une bonne idée de les mettre en place maintenant dans un contexte particulièrement compliqué.
si on sait que quelque chose marche dans un contexte normal, on a peut-être plus d'optimisme que ça peut marcher dans un contexte spécifique comme celui du Covid. Alors, qu'est-ce qui marche? Diapo suivante. Un point commun à tous les programmes qui marchent, c'est qu'ils reconnaissent que la scolarisation, du point de vue des familles, c'est un investissement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un investissement qui a des coûts dans le court terme et qui a des bénéfices dans le long terme. Okay, donc, ce qui détermine la scolarisation ou non d'un enfant, en fait, ça va être très souvent ce rapport coût-bénéfice. Et une difficulté, bien sûr, c'est que les coûts sont immédiats. Ils sont saillants et ils sont payés en forte partie par les parents. Bien évidemment, ce sont les enfants qui doivent faire l'effort, ce sont les enfants qui doivent étudier, marcher jusqu'à l'école, etc. Mais c'est typiquement les parents qui payent le coût financier et les parents qui doivent gérer le fait que si les enfants sont à l'école, ils ne peuvent pas aider à la maison. D'accord? Donc, c'est ça ce que je veux dire par les coûts sont payés en grande partie par les parents. Alors que les bénéfices, ils sont loin dans le futur, ils peuvent être incertains. On n'est pas sûr que ce que les enfants apprennent à l'école, ça va être utile sur le marché du travail. Il y a beaucoup de chômage des jeunes dans plein de contextes. Et le bénéfice est aussi d'autant plus incertain pour les parents, puisque ce sont les enfants qui vont à l'école, c'est eux qui vont peut-être obtenir des revenus plus importants grâce à l'éducation, mais quelle est la garantie que les enfants partagent ce revenu avec les parents? Il y a des normes sociales de famille où les enfants envoient des sous aux parents ou restent auprès des parents pour les aider. Mais ça arrive que certains enfants disparaissent. Donc, les parents sont ceux qui payent maintenant avec une incertitude sur le rendement dans le futur. Et prochaine diapo, les bénéfices, en fait, sont souvent perçus comme plus faibles pour les filles alors que les coûts sont plus élevés. En d'autres termes, la balance est souvent négative pour les filles. Et pourquoi? Mais parce que, en termes de coût, ce qu'on appelle le coût d'opportunité, le fait que la fille qui est à l'école n'est pas à la maison pour aider avec les tâches ménagères, est souvent plus élevé pour les filles, puisqu'elles sont plus à même d'aider la maman avec beaucoup de tâches à la maison, du fait des normes sociales très sexuées, si je puis dire. Il y a aussi, dans certains contextes, le fait qu'aller à l'école, ça retarde le moment où une fille peut être mariée. Et dans les contextes où il y a une dot qui doit être payée, etc., il peut y avoir une influence de l'âge au mariage sur les montants de la dot, etc. Et ça peut influencer pas mal aussi la décision des parents. Et enfin, dans certains contextes, il y a une question d'insécurité. C'est coûteux pour une fille d'aller à l'école si ce n'est pas un environnement qui est protecteur. Soit le chemin de l'école est dangereux, soit l'école elle-même peut être un endroit où il y a des prédateurs. Il y a des enseignants qui peuvent être souvent prédateurs auprès des filles adolescentes, par exemple. Ça a été montré dans plusieurs contextes. Et de l'autre côté, les bénéfices pour les filles peuvent être plus faibles ou perçus comme plus faibles. Donc, il y a par exemple une question peut-être il est possible que l'apprentissage pour les filles soit moins efficace si elles ont moins de temps pour faire leurs devoirs, puisqu'elles passent plus de temps à aider aux tâches ménagères quand elles ne sont pas à l'école. Peut-être que du coup, elles ne sont pas en mesure de travailler autant que leurs frères et du coup, elles apprennent moins. Donc, c'est un investissement avec un rendement plus faible. Le rendement plus faible aussi peut venir du fait qu'il y a moins d'opportunités d'emploi pour les femmes, soit parce que le marché du travail est discriminant à l'encontre des femmes, soit parce que c'est très difficile pour une femme, une fois qu'elle a des enfants, de garder un emploi parce qu'il n'y a pas d'accommodation pour la grossesse, etc., ou que les employeurs anticipent qu'une femme qui va avoir une grossesse n'est pas un bon investissement pour eux. Et dans d'autres contextes, les bénéfices pour les parents d'éduquer leur fille vont être faibles. Pourquoi? Parce que la norme est que la fille part se marier en dehors du village. Elle quitte le village familial, elle part habiter chez la famille du mari et donc du coup, elle n'est plus à côté des parents, elle ne va pas partager, si je puis dire, les rendements de son éducation avec sa famille autant que le fils qui va rester à côté dans le village et sera là et pourra avoir ses parents qui viennent habiter avec lui quand ils sont vieux, par exemple. Donc, tous ces facteurs qui sont importants peuvent avoir des effets différents entre les sexes et très souvent, malheureusement, ça fait pencher la balance
du mauvais côté pour les filles quand elle est du bon côté pour les garçons. Donc, slide prochaine. Oui. Pour s'assurer que les filles restent scolarisées, il faut donc soit réduire les coûts, soit augmenter les bénéfices ou les deux en même temps, bien sûr. Hein. Donc, la plupart des interventions qui peuvent réduire les coûts, que ce soit des coûts financiers, des coûts temporels, des risques, les coûts d'opportunité, ou les interventions qui peuvent augmenter, changer des perceptions, s'assurer que les parents sont au courant des opportunités d'emploi pour les filles, ou alors renforcer l'autonomie des filles, leur habilité de dire « moi, je veux aller à l'école, c'est moi qui décide et pas les parents », ou maximiser la possibilité pour les filles d'apprendre. Tous ces programmes-là, en fait, ça aurait effectivement des effets sur les garçons aussi. Donc, tous ces programmes peuvent être mis en place pour tout le monde, mais très souvent, ils ont un effet plus important pour les filles, puisque ce sont celles qui sont défavorisées à la base. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est regarder en détail ce qu'on sait sur ce type d'intervention. Mais avant de commencer, je crois qu'Alessia a un autre petit quiz pour nous. Oui, c'est le dernier, je promets. Après, on aura plus de questions. Vous pouvez juste écouter sans qu'on vous dérange. Mais dernière question pour nos participants, c'est de savoir à quoi vous avez déjà réfléchi en fait. Oula. Voilà, il y a aussi déjà des réponses. Mais pour ceux qui n'ont pas encore répondu, à votre avis, quelles sont les barrières principales pour l'éducation des filles? Comme Pascaline a dit, est-ce que c'est plutôt le côté financier, frais scolaires, etc. ou est-ce que c'est plutôt la manque d'autonomie des filles ou la manque de rendement? Donc, je vous laisse 2-3 minutes juste pour essayer de répondre. Pardon. Désolée, vous m'avez perdu, je crois. J'étais pas oui. Ouais, c'est vrai. On essaye de reprendre et voir si nous avons des nouveaux résultats. Ok. Je me remets en screen share. Voilà. Maintenant, ça marche? Voilà, merci. Ok, désolée à tout le monde. J'espère que ça va marcher maintenant. Donc, on voit à 39% les coûts financiers, mais de toute façon, très élevé aussi sur l'autonomie des filles. Donc, très intéressant, je crois, pour nous, pour savoir quoi vous intéresse et pour se focaliser plutôt sur ce type de défi. Je crois que je peux continuer. Ok, non, ça va. D'accord. Des petits encore changements? Ouais, minimes. De toute façon, on voit que les mariages et la manque de rendement peut-être moins. Donc, on passe à la présentation. Merci Pascaline. D'accord. Donc, je vais revoir, je vais discuter de programmes qui ont été mis à l'essai, à la fois certains programmes qui réduisent les coûts et d'autres qui augmentent les bénéfices. Pendant que je présente ces programmes, essayez de réfléchir à la mesure dans laquelle ils seraient appropriés à vos contextes. Et en particulier, il y a des questions d'implémentation importantes auxquelles il faut réfléchir, vu les situations exceptionnelles dans lesquelles nous sommes. Okay? Donc, elles sont inscrites, ces questions d'implémentation, ces considérations. Pour ce qui est de la première partie, qui va être sur réduire les coûts, pensez aux questions de coûts de scolarisation. Quels sont-ils actuellement dans votre contexte et qu'est-ce qui est faisable là-dessus? Et on va aussi parler de transfert de fonds aux familles pour les aider. Qu'est-ce qui est possible de mettre en place rapidement? Ça dépend beaucoup des infrastructures qui existent déjà. Alors, diapo suivante. Je vais commencer avec les programmes qui ont été mis en place pour réduire les coûts financiers. En particulier, il y a deux types principaux de coûts financiers. La majeure partie du coût financier, c'est les frais de scolarité. Et ensuite, il y a les fournitures. Donc, pour ce qui est des frais de scolarité, la plupart des pays, je crois, en Afrique subsaharienne, ont depuis maintenant plusieurs années, ou si ce n'est plusieurs décennies, mis en place la gratuité au niveau primaire. Mais il reste encore très souvent des frais de scolarité au niveau secondaire.
Donc, une étude que j'ai faite avec des collègues, Esther Duflo et Michael Kramer, qui sont aussi membres du GIPAL, qu'on a commencé en 2008 au Ghana, avant que le Ghana passe à la gratuité de l'école secondaire. Nous avions mis en place un programme de bourse scolaire pour regarder comment les choses changent quand l'éducation secondaire devient gratuite. Et donc, c'était en 2008. Nous avons identifié des étudiants qui avaient été suffisamment performants à l'examen de fin de collège pour être admis au lycée, mais qui n'avaient pas les ressources pour aller au lycée. Et donc, 3 mois après la rentrée scolaire, ils n'étaient toujours pas allés dans le lycée où ils avaient été admis parce qu'ils ne pouvaient pas payer des frais de scolarité. Donc, on les a surpris avec une bonne nouvelle. Un tiers de ceux qu'on avait identifiés dans l'échantillon, on leur a donné une bourse scolaire pour couvrir leur scolarité en secondaire. Okay, c'était en 2008. Ils ont donc commencé tout de suite, c'était en janvier 2009, du coup ils sont rentrés à l'école secondaire au 2e trimestre. Et ensuite, ils ont fini leur scolarité fin 2012. Et on les a suivis. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire 12 ans après, on continue à suivre cet échantillon, à la fois ceux qui ont eu la bourse, ceux qui n'ont pas eu la bourse. Okay, donc, ce qu'on appelle groupe contrôle, c'est ceux qui n'ont pas eu la bourse, et le groupe bourse, c'est ceux qui ont eu la bourse. Et ce que ce graphique vous montre, c'est qu'en fait, recevoir une bourse a un effet très important sur la capacité à aller à l'école secondaire et à finir. Donc, ce que vous voyez, c'est que dans ceux qui ont eu la bourse, 68% ont réussi à finir l'école secondaire. Ceux qui n'ont pas eu la bourse, 40%. Donc, ce 40%, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y en a quand même qui ont réussi, après plusieurs années, à trouver des financements par eux-mêmes pour aller à l'école secondaire. Mais ceux qui ont eu la bourse, ils ont pu aller tout de suite, ils ont pu aller plus vite et ils ont pu finir presque un taux presque 2 fois plus élevé. Et ce qu'on trouve aussi, c'est qu'en fait, être en mesure d'aller à l'école pour les filles, ça leur permet de décaler en fait le moment où elles commencent leur fertilité. Et en particulier, ce que vous voyez, le deuxième élément sur ce graphique, c'est est-ce qu'elles ont une première grossesse non souhaitée. Donc ça, c'est des données qu'on avait collectées en 2013, donc 5 ans après l'octroi des bourses. On voit que celles qui ont eu la bourse ont une chance moindre, 7 points de pourcentage, d'avoir eu une première grossesse non souhaitée. Et donc, c'est un taux de 39% qui est assez élevé parmi le contrôle et qui est réduit très sensiblement dans le groupe de traitement. J'ai vu dans les commentaires, déjà dans le chat, que certains participants se demandent est-ce que ça vaut le coup d'aller à l'école si en fait on n'apprend pas grand-chose, etc. Je veux mettre l'emphase sur le fait que aller à l'école, non seulement c'est pour apprendre des choses, mais c'est aussi un moment où on est d'une certaine façon protégée en tant que jeune fille de risques autres, et en particulier du risque de grossesse jeune, du risque de grossesse adolescente, du risque de grossesse non voulue. Et donc ça, c'est une façon de permettre aux jeunes filles de se développer aussi. Donc il n'y a pas que l'apprentissage scolaire qui est important, mais aussi les effets sur tout ce qui est santé reproductive. Et là, je montre seulement une toute petite partie des données que nous avons, mais nous avons beaucoup d'autres données qui montrent que les filles, aussi en termes de savoir se protéger des maladies, se protéger des maladies sexuellement transmissibles, protéger leurs enfants. Donc, il y a plein d'effets de l'éducation sur le ménage en général, sur la qualité de vie des gens, qui ne se traduisent, qui ne viennent pas nécessairement de l'effet sur les apprentissages scolaires. Et la dernière chose que je montre en bas de ce graphique, c'est les effets sur… non, on reste encore sur le diapo d'avant. C'est les effets sur l'emploi. Il y a une très forte minorité des gens au Ghana qui ont un emploi stable avec un contrat. Okay, c'est une économie encore très informelle, en particulier pour les ménages dans notre échantillon, puisque j'ai oublié de le préciser, mais c'était une étude qui était à la base faite auprès d'un échantillon rural. Donc, tous les gens dans notre échantillon venaient des zones rurales. Et on voit qu'en fait, avoir reçu la bourse presque double la chance que les filles ont un contrat d'emploi formel. Et ça, c'est des données qui datent de 2019. Okay, donc 10 ans après, il y a encore beaucoup de mouvements là-dessus. Et donc, au cours des années à venir, c'est possible que les effets s'amplifient.
Donc ça, c'est un exemple c'est que quand on réduit les frais scolaires, tout de suite, ça augmente la scolarisation. Et on le sait aussi maintenant, puisque depuis 2017, le Ghana est passé à l'école gratuite pour tous en secondaire, pour ceux qui peuvent sont qualifiés, je dois dire. Et il y a eu une augmentation énorme des effectifs dans les écoles secondaires. Ça, c'est un type de coût financier. La prochaine diapo, c'est sur un autre type de coût financier qui est celui des fournitures scolaires. Et en particulier, il y a encore un nombre d'établissements qui requièrent que les enfants aient un uniforme, portent un uniforme spécifique aux couleurs de l'école. Donc, c'est assez coûteux pour les ménages puisque chaque année, ils doivent refaire faire un uniforme à la bonne taille, aux bonnes couleurs. Donc, ce n'est pas énorme comme coût financier. C'est à peu près $6 par uniforme. À l'époque, on avait fait cette étude une fois de plus avec Esther Duflo et Michael Kramer. Cette fois, c'était au Kenya. On a donné des uniformes gratuits aux jeunes filles au collège. Donc, au cours des 3 années de collège, elles ont eu 2 uniformes. Et on a vu que ça a permis aussi de rester à l'école plus longtemps et de réduire les abandons scolaires. Donc, l'abandon scolaire parmi notre échantillon était de 19% s'il n'y avait pas d'uniforme et ça a baissé de 16% avec un uniforme. Donc, ce sont des effets qui sont tout à fait significatifs d'un point de vue statistique et qui ont l'air un peu petits quand on regarde le graphique comme ça, mais qui en fait sont assez importants vu que le coût des uniformes est quand même relativement minime et que surtout, c'est une intervention qui peut être faite à coût zéro, puisqu'il suffirait de dire que ce n'est pas obligatoire d'avoir un uniforme. Okay, donc, rendre les uniformes non obligatoires pourrait permettre de réduire l'abandon. Et une fois de plus, quand les filles sont à l'école, il y a moins de chances qu'elles tombent enceintes. Donc, on trouve aussi dans ce contexte-là que donner des uniformes et donc réduire ce coût financier pour les ménages réduit l'incidence de grossesse jeune. En particulier, là, je montre le taux de première grossesse avant 16 ans. Ensuite, nous allons parler, diapo suivante, s'il vous plaît, d'un autre type de coûts qui sont les coûts en temps et en sécurité. Donc, en particulier, là, on parle du fait que pour aller à l'école, ça peut prendre du temps si l'école est loin. Il faut marcher souvent assez longtemps. Et en chemin, il peut y avoir des risques. Et donc, c'est des études qui ont été faites maintenant dans un contexte assez différent. Une étude qui a été faite en Inde et des études similaires au Pakistan et en Afghanistan qui regardent l'effet de donner des vélos aux filles. Donner des vélos aux filles qui sont en âge d'aller à l'école secondaire. Et ils trouvent que pour les filles qui habitent à plus de 3 km de l'école, ça fait une différence assez importante puisque la scolarisation double presque. Parmi celles qui habitent loin de l'école, ce sont des contextes où vraiment il y a beaucoup de normes contre l'éducation des filles. Donc, on parle de taux très, très faibles. Il y a seulement 10% des filles dans le groupe contrôle qui vont à l'école secondaire si elles habitent à plus de 3 km d'une école. Et ça augmente jusqu'à presque 19% pour celles qui ont un vélo. Donc, c'est un effet très, très important et des effets aussi qui, après, se traduisent en des taux d'augmentation de la probabilité que les filles passent les examens et donc finissent l'école. Et donc, ça, c'est des données, je vous donne les chiffres pour l'Inde, mais il y a des études similaires qui ont été faites dans d'autres contextes et qui trouvent exactement les mêmes résultats. Diapo suivante. Alors, enfin, un type de programme qui a été mis en place dans beaucoup de contextes, surtout en Amérique centrale, en Amérique latine, au cours des décennies passées, c'est des programmes qui essaient de réduire les coûts d'opportunité en transférant des fonds aux parents. Okay, et donc ça, l'idée, c'est que quand l'enfant est à l'école, ça réduit l'aide ménagère qu'on peut avoir à la maison et ça réduit aussi potentiellement les ressources financières qui arrivent puisqu'un enfant qui n'est pas à l'école peut travailler dans un autre contexte. Et donc, donner des fonds aux ménages peut aider les ménages à envoyer leurs enfants à l'école au lieu de les envoyer faire autre chose. Il y a 2 types de programmes, typiquement, dans ce cadre général de transfert de fonds. Il y a les programmes qui sont qu'on appelle conditionnels et les programmes non conditionnels. Un programme conditionnel, c'est un programme qui dit « je vais vous donner des sous, mais seulement si vous envoyez vos enfants à l'école ». Okay, donc, c'est dire « bon, je sais que c'est compliqué d'envoyer un enfant à l'école, vous avez besoin de fonds pour vous aider, je vous donne les fonds, mais je ne vous fais pas complètement confiance, donc je requiers que l'enfant soit à l'école, sinon vous n'avez pas les fonds. Okay, il y a d'autres programmes qui sont non conditionnels, qui disent voilà, on vous donne des sous pour vous aider. Et si les parents veulent envoyer leurs enfants à l'école, ça va les aider à envoyer les enfants à l'école.
Deux types de programmes ont été essayés. Ils ont chacun des avantages et des inconvénients. L'avantage du non conditionnel, c'est que c'est beaucoup plus facile à mettre en place puisqu'on n'a pas besoin de faire du monitoring. On n'a pas besoin de regarder de façon très régulière si les enfants sont effectivement bien à l'école. Parce que ça peut être très coûteux finalement. Okay, mais le désavantage, c'est que du coup, il y a des familles qui peut-être utiliseront les fonds pour quelque chose d'autre que l'école. Okay, donc, si les parents en particulier n'ont pas la même attachement à l'éducation que leurs enfants, les parents qui prennent les décisions et eux, ils n'ont pas envie d'envoyer l'enfant à l'école, mais l'enfant aimerait y aller, les financements, enfin les transferts ne vont pas aider. Okay, donc, il y a eu énormément d'études faites sur ces questions-là. Et si je peux résumer très brièvement ce qu'on a appris, c'est que typiquement, les transferts d'argent conditionnés sur la participation scolaire sont efficaces. Okay, ils sont efficaces et ils augmentent la participation. Évidemment, à un coût souvent important, et d'autant plus important que la participation scolaire est élevée pour commencer. Donc, imaginez un pays où déjà 85% des enfants vont à l'école, et maintenant, on paye tous les parents qui envoient leurs enfants à l'école. Ça veut dire que pour 85% des familles, on les paye pour faire quelque chose qu'ils faisaient déjà avant. C'est juste pour pouvoir augmenter le taux de 85 à 100%. Donc, en fonction du contexte, le coût relatif de ces transferts peut être assez élevé, puisqu'on peut parfois donner des transferts à des parents qui auraient fait l'effort de toute façon. Après, évidemment, c'est un transfert et donc il y a différentes façons d'y penser, mais c'était juste un point que je voulais mentionner. Ensuite, il y a tout un tas de résultats sur les détails de comment mettre en place un programme comme ça, et en particulier comment choisir le moment opportun, comment créer des incitations supplémentaires avec des petits changements dans le design du programme. En particulier, si en fait une partie des transferts est conditionnelle à la réussite scolaire, ou alors avoir atteint un certain niveau, est-ce que ça peut aider encore plus? Et donc, il y a tout un tas d'articles. On a mis certaines références en bas du slide, mais il y a aussi énormément d'articles de revues qui ont été faites. Et donc, si vous êtes intéressé par ces questions, n'hésitez pas. La Banque mondiale a énormément de documentation là-dessus, le DIPAL aussi. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un email pour nous demander plus de ressources là-dessus. On peut partager avec vous tout un tas de documentation qui aide à savoir ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas et qu'est-ce qui marche bien dans un contexte et qu'est-ce qui marche mieux dans un autre contexte. Diapo suivante. Alors, je ne vois pas la diapo qui bouge. Alors, voilà. Donc, le dernier coup d'opportunité dont on va parler, c'est… oula. Ah oui, non, pardon. J'avais raté une slide. On a parlé des résultats sur les transferts conditionnés à la participation. Je veux juste mentionner que les transferts qui ne sont pas conditionnés à la scolarisation sont aussi efficaces, typiquement. Ils augmentent aussi la scolarisation, peut-être un peu moins que quand ils sont conditionnés à la scolarisation. Mais les transferts non conditionnés ont des effets supplémentaires sur d'autres aspects qui ne sont pas en dehors de l'école. Et en particulier, les transferts aux familles qui ne sont pas conditionnés ont un effet beaucoup plus important sur le retard du mariage et de la première grossesse. Et pourquoi? Parce que s'il y a des familles qui ont vraiment du mal, elles ne vont pas pouvoir envoyer les filles à l'école de toute façon, au moins si elles ont des ressources, ça peut aider à empêcher des mariages jeunes, ça peut aider à empêcher les filles à se retrouver coincées avec un sugar daddy, comme on dit. Et donc, dans les contextes où il y a vraiment des barrières importantes à l'éducation des filles, ça ne veut pas dire que les transferts non conditionnés sont une mauvaise idée s'ils n'ont pas l'effet escompté sur la scolarisation. Ils peuvent avoir des effets très importants sur d'autres aspects du bien-être de ces jeunes filles. Et diapo suivante. Maintenant, dans un contexte très particulier qui est celui de la… Alors, on a raté Ah non, pardon. Voilà, c'est ça. Dans un contexte qui est très particulier, qui est celui de l'Asie du Sud, où il y a vraiment des normes très importantes sur les sexes, et en particulier le mariage des filles vient avec le paiement d'une dot par la famille de la mariée aux familles
du mari. Okay, c'est un coût très important pour les familles. Et plus la jeune fille est âgée quand elle se marie, plus ce coût est élevé. Donc, ça crée des incitations très mauvaises pour les familles puisqu'elles ont envie, si je puis dire, de se débarrasser de leur fille le plus tôt possible. Donc, il y a une étude qui a été faite par des collègues du JPAL au Bangladesh qui ont, en partenariat avec une ONG, et ils ont vu qu'en fait, donner des incitations en nature auprès des familles, leur dire si vous ne m'avez pas marié votre fille avant l'âge de 18 ans, on va vous donner régulièrement, chaque 6 mois, bon, en l'occurrence, c'était de l'huile, donc c'était un bien très utile qui avait une valeur de $16. Ça a aidé à retarder le mariage des filles. Et du coup, quand les filles ne sont pas mariées jeunes, et ben, plutôt que de les avoir à la maison, les parents les envoient à l'école. Donc ça, c'est juste changer la balance, la façon dont les parents font le calcul de ce qui est quand même plus ou moins coûteux pour eux. Ça peut changer l'éducation des filles. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie. Je vais essayer de me dépêcher parce que le temps, l'horloge tourne. On va parler de comment changer les perceptions des parents. Okay, ok, allez, Cyril, il y a un problème là avec les slides, elle n'arrête pas de bouger. Voilà, ok, merci. Alors, on va augmenter les bénéfices, soit en changeant la participation, soit en renforçant l'autonomie des filles, soit en essayant de renforcer l'apprentissage. Donc, pourquoi on parle de changer les perceptions? Parce qu'effectivement, dans la balance que je vous ai montrée tout à l'heure, il faut que les bénéfices soient plus élevés que les coûts pour que ça fasse sens d'aller à l'école. Mais les bénéfices peuvent être élevés sans que les gens le sachent. Okay, donc, il est possible que les gens ne soient pas tout à fait au courant du fait qu'il y a des opportunités d'emploi, par exemple, pour les jeunes filles éduquées, en particulier les ménages dans les zones rurales, peut-être ne savent pas qu'en ville, il y a des jobs importants. Ça dépend encore une fois beaucoup des contextes, mais dans le contexte de l'Asie du Sud, une fois de plus, où il y a des normes très très fortes contre les filles, si je puis dire, les parents ont tendance à ne pas du tout être au courant du fait qu'une jeune fille qui parle anglais, par exemple, bien, puisse travailler dans un centre d'appel téléphonique pour un salaire tout à fait honnête, pas très très loin de chez eux. Et donc, c'est une étude qui a été faite en Inde il y a un peu moins de 10 ans, qui a montré que quand les parents sont informés de l'existence d'opportunités d'emploi dans ces centres d'appel téléphonique, ils savent qu'une jeune fille qui parle bien anglais peut obtenir un job comme ça. Ils augmentent la scolarisation de leur fille, la garde à l'école plus longtemps, retardent le moment où elle est mariée pour qu'elle puisse, avant son mariage, passer 3-4 ans à travailler dans un centre d'appel téléphonique comme ça et contribuer aux ressources de la famille. Donc ça, c'est vous augmentez les bénéfices perçus et ça augmente la scolarisation des filles. Prochaine slide. Quand on a dessiné la balance avec les coûts et les bénéfices, on a mentionné que ce sont souvent les parents qui payent les coûts, mais c'est pas eux qui perçoivent tous les bénéfices. C'est vraiment l'enfant qui va bénéficier de l'éducation pour le restant de sa vie. L'enfant peut renvoyer des ressources auprès de ses parents, mais c'est l'enfant qui va vraiment être le bénéficiaire principal de l'éducation. Donc, si l'enfant n'a pas de voix, en particulier si les filles ne peuvent pas dire « moi, je veux aller à l'école », c'est les parents qui décident, ça va être plus difficile d'établir le fait que les bénéfices sont plus élevés que les coûts. Et donc, un programme qui a été fait en Zambie très récemment par des collègues du JPAL a essayé de voir si on aide les filles à négocier, si on les aide à partager leur point de vue et à faire prévaloir leur point de vue dans leur famille, est-ce que ça change la scolarisation? Effectivement, c'est le cas dans le contexte de la Zambie où les jeunes filles sont ambitieuses et elles ont pas mal d'informations sur ce qui se passe après, si on peut aller à l'école. Elles veulent aller à l'école secondaire, leurs parents n'étaient pas convaincus. Vous aidez les filles à négocier mieux et elles réussissent à convaincre leurs parents dans une certaine mesure. Donc, dans cette étude, ils ont trouvé que seulement 42% des filles, en général, passent du primaire au secondaire, mais si elles ont suivi un cours de négociation, c'est seulement 12 heures, un cours de 12 heures, 6 fois 2 heures ou quelque chose comme ça sur 15 jours. C'est vraiment un tout petit module de négociation qui peut être rajouté dans les cours habituels
ça augmente la participation scolaire de 5 points de pourcentage. Okay, donc, c'est un effet relativement important vu le fait que c'est vraiment un programme tout simple et tout bête d'apprendre aux jeunes filles à négocier. Diapositive. Donc, c'est le dernier point. Augmenter l'apprentissage, assurer que les filles qui sont à l'école utilisent leur temps à l'école de façon le plus efficace possible. Évidemment, c'est toute une question. Alors là, j'ai vraiment juste une étude sur la diapo, mais c'est effectivement un domaine très important. J'ai déjà vu qu'il y avait des questions dans le Q&A ou des commentaires là-dessus. Et il y a plein d'éléments importants auxquels il faut penser et améliorer la qualité de l'éducation dans beaucoup de contextes est effectivement une des priorités très importantes des gouvernements et des organisations qui aident des gouvernements. Donc, je ne vais pas parler de ça puisque c'est de toute façon quelque chose qu'on veut faire quoi qu'il arrive. Mais dans le contexte du Covid en particulier, si la crise Covid, comme le disait Madame Koussoubé au début, a réduit les ressources des ménages, a réduit leurs revenus parce qu'ils ne pouvaient pas exercer leur profession durant la fermeture des marchés, etc. Et si ça a réduit la nutrition, si ça a augmenté les problèmes d'anémie, etc., ça risque de rendre les enfants en général, et les filles en particulier, si elles reçoivent une moindre part des ressources du ménage, plus vulnérables et en moins bonne santé. Et quand on n'est pas en bonne santé, quand on ne se sent pas bien, s'il y en a certains d'entre vous aujourd'hui qui ne se sentent pas très bien, peut-être que vous ne m'avez pas trop écouté. Peut-être que vous ne savez pas trop. Si je vous faisais un quiz maintenant, je vous dis qu'est-ce que je vous ai dit, quelle intervention a eu quel effet. Si vous êtes pas en bonne forme, sans doute que vous n'avez pas autant pu mémoriser ce dont je viens de parler, alors que si vous êtes en pleine forme, vous êtes plus à même de suivre. Donc, c'est exactement le même problème pour les élèves à l'école primaire en particulier. S'ils ne se sentent pas bien, s'ils ont par exemple des vers intestinaux qui les rendent anémiques et léthargiques, ils ne peuvent pas apprendre et des fois, ils sont même absents. Donc, il y a une étude fameuse par Michael Kramer et Ted Miguel il y a maintenant presque 20 ans, qui avait montré qu'en fait, en rendant les enfants plus sains, on peut augmenter la participation scolaire. Okay, et de façon assez importante. Donc, juste s'assurer que les enfants ont suffisamment à manger, qu'ils n'ont pas de parasites, ça leur permet de faire plus attention et donc d'apprendre plus. Donc, ça peut augmenter les rendements de l'école. Et donc, dans ce contexte de Covid où il y a un risque que les enfants, en particulier des ménages pauvres, n'ont pas reçu tous les nutriments dont ils ont besoin, n'ont peut-être pas reçu les traitements antiparasitaires qu'ils reçoivent d'habitude du fait du choc économique. C'est d'autant plus important d'essayer de mettre en place des programmes qui s'assurent que tout le monde soit en bonne forme. Ça peut être mettre en place des programmes de nourriture scolaire, de petit déjeuner à l'école le matin. Ça peut être des programmes de déparasitage. Et le JPAL a beaucoup d'expérience aussi là-dessus. Donc, on est à même de partager beaucoup de ressources avec vous si ça vous intéresse. Voilà, je crois que je suis arrivée au bout de la présentation. Merci à tous pour votre attention et j'espère qu'il y a beaucoup de questions. Je ne pouvais pas les voir là, pendant que je parlais, mais je vais regarder ça maintenant. Je vais essayer de réfléchir sur les questions qui ont été faites et de vous les partager. Donc, on passe maintenant à la discussion. Vous avez écrit énormément de questions dans le chat, donc merci vraiment. J'ai essayé de tout écrire, donc je vais faire de mon mieux, mais n'hésitez pas à en écrire plus dans les prochaines minutes. Je vais juste commencer avec une petite question pour Madame Dupas, juste vu qu'on est sur le sujet des interventions possibles. On a vu plusieurs interventions, mais comment choisir l'intervention pour mon contexte spécifique? Donc, comme on a dit avant, chaque contexte est différent. On va réouvrir les écoles à des moments différents. Il y aura des différences socio-culturelles, de genre, etc. Donc, quelle réflexion amener pour savoir quelle intervention appliquer? Oui, donc effectivement, ça c'est une question très importante et la première chose à faire, c'est de bien comprendre son contexte et d'avoir en fait des données pour savoir ce qu'il en est. Donc, M. Kofi a partagé par exemple des données de Côte d'Ivoire qui sont plutôt optimistes, qui suggèrent que la situation en Côte d'Ivoire a l'air
pas si mauvaise que ça, et le retour à l'école a été peut-être plus élevé qu'anticipé et pas si différent entre filles et garçons. Donc, si c'est un contexte comme ça, eh bien, le type de mesure à mettre en place va être très différent d'un contexte. Par exemple, j'ai vu dans le chat quelqu'un du Niger qui mentionnait qu'au Niger, le retour des filles a été beaucoup plus limité quand les écoles ont ouvert. Donc, avoir des données déjà pour savoir la situation et comprendre l'hétérogénéité, savoir dans quelle région en particulier il y a un problème, dans quel contexte socio-économique il y a un problème, c'est très, très utile, bien ciblé. Donc, pour ce qui est de la scolarisation, c'est assez facile, si je puis dire, d'avoir des données, puisque si un enfant ne vient pas à l'école à la rentrée, les maîtres d'école, les directeurs d'école le savent immédiatement. Et donc, il faut juste s'assurer que les données soient remontées au niveau national et qu'assez rapidement, disons un mois après la rentrée, on puisse établir les déficits, savoir où sont les problèmes. Donc ça, je pense que la plupart des pays n'auront aucune difficulté à avoir ces données concrètes pour savoir ce qu'il en est et ensuite décider quoi faire. Après, il y a des choses qui sont un peu plus dures à mesurer. Par exemple, comprendre la mesure dans laquelle il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle de désapprentissage. Si on n'a pas été à l'école pendant 3-4 mois et qu'on a passé tout son temps à faire des tâches ménagères plutôt qu'à réviser ses tables de multiplication, peut-être qu'on a un déficit. Donc, établir le déficit parmi ceux qui reviennent à l'école et comprendre à quel point il est différent entre filles et garçons ou par niveau socio-économique, ça requiert un petit peu plus de travail puisqu'il faut faire peut-être un petit test. Donc, typiquement, ce n'est pas non plus très, très compliqué de mettre en place un espèce de test standardisé dans toutes les écoles à la rentrée juste pour établir le manque et ensuite réfléchir à comment changer le curriculum peut-être en début d'année pour remettre tout le monde à niveau, etc. Donc, vraiment, je mets l'emphase sur le fait que bien comprendre son contexte et avoir des données de base pour savoir où est-ce qu'on en est, c'est vraiment très, très important. Et ensuite, une fois qu'on a bien compris quelle est la situation, du coup, on sait où regarder. C'est-à-dire, on sait quelles interventions ont été faites dans des contextes similaires, quelles interventions ont bien réussi dans des contextes similaires. Et là, une fois de plus, je vous tends la main et vous dis, n'hésitez pas à revenir vers nous. Parce qu'une fois que vous avez ces données-là, ou si vous voulez savoir quelles données regarder, comment les regarder, et comment ensuite les interpréter pour savoir quoi faire, on est là pour ça en fait. Le JPAL, on est là pour ça, pour aider les gens à réfléchir à la situation, à réfléchir à l'adaptabilité de programmes qui existent. Et des fois, il n'y a aucun programme prouvé qui existe, il faut en inventer un autre et avoir un bon cadre de réflexion. Et c'est pour ça que j'ai commencé par ce cadre, les coûts, les bénéfices, la balance, parce que c'est le cadre général. Partir de ce cadre-là pour réfléchir aux interventions qui pourraient marcher et ensuite essayer des choses nouvelles, c'est aussi possible et souvent nécessaire. Nous faisons face à une situation qui est vraiment sans précédent. Et donc, il faut aussi être innovateur. Donc, c'est utile de savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour avoir des bonnes hypothèses de ce qui pourrait marcher, mais il faut aussi être flexible et se dire c'est un contexte vraiment nouveau et donc il faut peut-être innover. Donc, une fois de plus, n'hésitez pas, si vous avez des questions spécifiques sur votre contexte, contactez-nous. On sera ravis de vous aider dans la mesure du possible. Merci beaucoup, Pascaline. Je vois qu'il y a un intérêt sur différents types d'interventions. On parle des sensibilisations des parents, aussi de l'éducation sexuelle. Sans doute, il y a plus d'interventions de celles qu'on a choisi de souligner aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas aussi à nous contacter si vous voulez plus d'informations sur différents types d'interventions aussi. Nous sommes là pour ça, comme Pascaline vient de le dire. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Je voulais passer la parole à Monsieur Kofi parce que j'ai vu vraiment beaucoup de questions à propos de la situation en Côte d'Ivoire, de tout l'énorme travail que vous avez déjà fait pour collecter ces informations sur les effets du Covid. D'un côté, un peu savoir comment est-ce que vous avez fait ce processus de collecte des données, mais aussi qu'est-ce que vous comptez faire maintenant en vue du Covid. Est-ce qu'il y a des activités spécifiquement liées au Covid qui seront menées? Et je crois qu'il y avait aussi beaucoup d'intérêt sur la question des données très, très impressionnantes, très positives sur
l'utilisation des moyens d'éducation à distance en Côte d'Ivoire et quel type d'interventions ont été menées pour ça. Je pense que vous avez parlé un peu, vous avez mentionné la radio, etc. Donc, ça serait intéressant d'en savoir un peu plus. Merci Alicia. Alors, merci donc à tous les participants justement qui ont posé des questions. Alors, je veux dire que cette étude que nous avons faite, nous l'avons conduite juste après la reprise de l'école. Évidemment, au plus fort de la crise, pour dire ça comme ça, on ne pouvait pas sortir pour des questions donc, de mesures de sécurité. Et c'est quand il y a eu donc la levée justement donc, du confinement que l'école a repris, que l'enquête a été menée. Alors, cette enquête, bien entendu, a défini ses limites, je veux dire, le cadre précis de l'enquête. Alors, il faut noter que nous sommes partis dans toutes les DREN. Donc, les DREN, pour nous, c'est les directions régionales de l'éducation nationale. Nous sommes partis donc dans toutes les directions, mais en allant dans chaque direction, on devait cibler un certain nombre d'écoles, un certain nombre d'élèves et même un certain nombre de parents. Donc, nous sommes restés dans chaque direction régionale dans un rayon de 30 km et l'enquête a concerné 5 écoles primaires dans la zone rurale en tenant compte du rayon de 30 km et 5 écoles dans la zone urbaine pour le primaire. Également 4 établissements secondaires, dont 2 pour le privé et 2 pour le public. Et donc, en tout, il faut noter qu'on a eu à mener l'enquête sur 505 établissements, primaires comme secondaires. Il était prévu de réaliser cette enquête sur 505 établissements, ça a été fait. Il était également prévu de toucher 10 120 élèves. Mais l'enquête a pu toucher 10 083 élèves. Donc, nous notons que toutes les données ont été parcourues. Alors, l'objectif, c'était de voir effectivement si les cours à distance, si d'abord la population avait l'information de l'organisation des enseignements à distance, effectivement, les taux les plus bas qu'on a pu obtenir sur l'existence de l'information étaient donc de 93%, là où nous sommes passés. Pour dire que la communication sur justement l'existence de ces enseignements était passée par les radios de proximité, par la radio nationale, par la télévision. Et donc, pratiquement, les directeurs régionaux étant restés en place, ils avaient donc, surtout à l'intérieur du pays où, quand il y a eu le confinement, elles n'étant pas touchées, ils ont pu relayer l'information assez rapidement pour que toutes les populations scolaires, je veux dire, aient accès à cette information et donc à ces enseignements. Donc ça, c'est ce que je voulais dire. Alors, il faut noter qu'effectivement, on a utilisé les radios et puis donc la télé comme support pour véhiculer donc ces enseignements-là. Maintenant, quel a été donc l'impact? Ça, on ne peut pas avoir donc mesure d'impact, mais déjà, on constate qu'ils ont eu l'information et il y en a qui ont pu donc suivre les cours. Malheureusement, tout le monde n'a pas pu suivre les cours. Et au départ, j'ai lu d'une des questions en passant, comment est-ce qu'on a pu avoir un taux élevé au départ et puis après que ça ait baissé? Effectivement, nous avons remarqué qu'une faiblesse dans ce que nous avons mis en place comme mécanisme était le manque d'interaction. Et donc, ça peut faire que les enfants, au départ, l'euphorie, on peut aller regarder à la télévision, mais après, quand les parents même ne sont pas là pour les suivre et qu'il n'y a pas d'enseignants qui sont également pour les suivre, après, il y a un relâchement. Donc, ça, c'est une des faiblesses que nous avons remarquées donc, dans les enseignements à distance que nous avons proposés. Qu'est-ce que nous comptons faire? On va continuer encore de dispenser ces cours-là à distance parce que la crise a fait que, quoi qu'on dise, le niveau a baissé. Lorsqu'on a repris, les programmes ont été aménagés, on a eu donc des programmes allégés. Donc, on ne peut pas dire que le programme qui a été initialement prévu en début d'année soit celui que nous avons terminé. Et c'est pour cela que nous attelons actuellement encore à nous organiser, à donner encore ces enseignements à distance pendant les vacances scolaires. Et puis, bien entendu, à la rentrée, il y a tout un mécanisme dans le cadre du plan de riposte que nous avons donc élaboré.
Il y a tout un mécanisme justement que nous allons donc déclencher avant donc de reprendre l'école, parce que si on a pu ouvrir l'école avec les classes de CM2, 3e et là essentiellement, à la rentrée, il va s'agir de ce que tous les élèves partent à l'école. Et donc, par rapport à ça aussi, il y a un certain nombre de mécanismes de dispositions que nous voulons prendre, mais surtout, pour revenir donc à la question de la jeune fille, nous sommes conscients que nous devons donc maintenir les filles à l'école, parce que l'un des intervenants disait que pour nos familles, c'est une honte que de voir que sa fille est enceinte. Et donc, ça, ce sont ces questions que nous voulons adresser. Quand j'ai parlé tantôt donc de nous adresser également donc à la communauté, former donc des leaders communautaires, c'est pour justement adresser ce type de questions qui pratiquement stéréotypent donc l'environnement de la jeune fille. Voici un peu ramasser ce que je pourrais dire. Merci beaucoup, Monsieur Kofi. C'est vraiment très intéressant l'exemple de la Côte d'Ivoire. Et je vais juste faire un petit ajout avant de passer la parole à Madame Kosoubé. Il y a eu des questions pour vous à propos du tableau de la rentrée scolaire et la différence, même si peut-être assez petite, entre les élèves qui étaient à l'école avant le Covid et ceux qui sont finalement rentrés à l'école. Et la question est, à votre avis, quelles sont les raisons principales pour cette différence? Est-ce que c'est plutôt, comme on disait avant, les coûts pour les parents, ou est-ce que c'est plutôt une manque de confiance dans le futur et les bénéfices de l'éducation? Alors, sur la question, nous pensons beaucoup plus à un manque de confiance, parce que il faut dire que la question est une question donc, de santé, et pour certains parents, ils ne voulaient pas courir le risque d'envoyer donc leurs enfants à l'école parce qu'ils n'étaient pas convaincus de la sécurité qu'on pouvait donc leur procurer. Donc, ils ont préféré, pour la plupart, garder leurs enfants. Et pour d'autres aussi, lorsque la crise a éclaté, ils ont effectué le déplacement. Ils ont rejoint leurs parents. Et quand la reprise avait lieu, on n'avait pas encore la possibilité de voyager. Même quand on a fait le déconfinement, mais il y a les grands déplacements de masse qui n'étaient pas possibles. C'est tout dernier. Désolée. Vous m'entendez maintenant? Oui, on entend. Moi, j'entends. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Kofi. C'est vraiment très intéressant. On a juste 2-3 minutes, Madame Kosoubé, mais la dernière question pour vous, c'est la suivante. Il y a eu beaucoup de questions sur différentes interventions, les bénéfices et différents détails d'implémentation. Donc, la première question pour vous, c'est un peu autour du rôle des communautés. Quel est le rôle qu'ils peuvent jouer? Et peut-être si vous avez des exemples de ce que la banque est en train de faire dans différents contextes sur l'engagement des communautés. Et aussi la relation avec les grossesses. Donc, quelle est la relation entre éducation et grossesse? Est-ce que c'est les filles mariées qui sont affectées ou les filles non mariées? Et quel est l'impact sur l'éducation? Et finalement, très brièvement, vous avez des idées ou des réflexions sur la durabilité des transferts, soit en argent ou en nature, et quels sont les défis avec ce type de transfert? Merci beaucoup, Alicia. Donc, j'ai plusieurs questions. Je vais y répondre dans le cadre en fait d'un projet qui est mené actuellement dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Et je pense en fait que les interventions qui sont menées dans ce projet donc adressent différents aspects en fait des interventions dont parlait Madame Dupas donc précédemment sur les coûts et donc aussi les bénéfices.
et peut justement répondre aux questions que les intervenants, les participants ont posées. Donc, dans le cadre en fait du programme d'autonomisation pour les femmes et le dividende démographique en Afrique et dans le Sahel en particulier, donc c'est un programme qui couvre donc 9 pays actuellement, mais à la base qui couvre plusieurs pays du Sahel. Donc le Burkina, le Tchad, le Niger, la Mauritanie, le Mali et j'en oublie certainement. Et en fait, plus récemment, donc le Bénin, le Cameroun et la Guinée. Donc, qui ont rejoint le programme. Et c'est un programme, en fait, qui à la fois donc, a un côté offre, donc plutôt sur la santé sexuelle et reproductive, et un côté demande, en fait, pour l'autonomisation des femmes et des adolescentes, avec pour objectif, en fait, de réduire les grossesses précoces et aussi en fait les mariages précoces. Donc ce programme, le côté adolescent, a 3 composantes principales, dont donc autonomiser les filles et en fait leur donner des opportunités économiques pour celles qui ne sont pas à l'école et qui n'ont jamais été à l'école. Et pour celles qui sont à l'école, donc un programme justement, il y a plusieurs interventions qui visent à garder les filles à l'école. Et ensuite, l'autre aspect en fait du programme, c'est vraiment un côté communautaire, donc avec des activités qui sont menées notamment avec les leaders religieux et les communautés, donc pour pouvoir, on va dire, donc appuyer l'engagement des communautés sur l'autonomisation des femmes et l'éducation des adolescentes en particulier. Donc, dans le cadre de ce programme, donc les différents pays qui le mènent et les différents ministères en fait qui portent le programme ont mis en place une réponse à Covid, donc qui a été en fait de plusieurs, on va dire qui a pris plusieurs formes, et notamment donc j'aimerais citer par exemple plusieurs interventions qui ont été menées pour baisser les coûts. Donc là, l'idée, c'est vraiment pour les interventions pour garder les filles à l'école, de pouvoir mener des cash transferts, donc des transferts donc, vers les familles, mais aussi vers les filles. Donc, c'est des activités qui existaient déjà dans les programmes, mais comme justement Madame Dupas le mentionnait, l'idée maintenant, c'est de se baser sur les données qui vont être collectées à la réouverture des écoles pour faire un meilleur ciblage. Donc, les gouvernements en fait, et les ministères de l'Éducation ont commencé à collecter donc, des informations sur ceux qui reviennent à l'école, ceux qui ne reviennent pas. Et à la rentrée, donc, ces informations vont être mergées avec d'autres informations sur les ménages. Donc, notamment pour avoir une idée de la vulnérabilité des ménages. Tout ça pour pouvoir réussir à cibler les plus vulnérables qui potentiellement ne reviendraient pas. Donc ça, c'est un travail en cours et c'est vraiment un moyen de mieux cibler en fait les transferts en se basant sur des données existantes et en vraiment en ciblant les personnes les plus vulnérables. Pour ce qui concerne l'engagement des communautés, donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel déjà dans le programme, mais avec Covid, donc il y a une campagne de sensibilisation qui a été menée donc dans plusieurs des pays, notamment en Mauritanie et au Mali, avec en fait en s'appuyant sur les leaders religieux qui étaient déjà engagés dans le programme. Donc l'idée c'est que ces leaders religieux puissent en fait donner des informations dans les communautés et sensibiliser les familles donc sur l'importance de l'éducation, sur l'importance du retour à l'école en fait des enfants par la suite. Donc c'est aussi des activités qui sont menées dans le cadre du programme, donc pour pouvoir faire en sorte que les filles puissent revenir. Et l'une des activités essentielles du programme qu'ils appellent les espaces sûrs, donc c'est des espaces dans lesquels les filles en fait se retrouvent à l'école ou dans les communautés sous en fait la facilitation d'un mentor et où elles reçoivent justement des compétences de vie. Donc comme Madame Dupas a mentionné le cas de la Zambie, donc il peut y avoir des compétences de vie, en fait ça va être des formations en négociation ou ça peut être juste des formations sur l'estime de soi. Donc des activités qui ont été prouvées donc grâce
aux évaluations d'impact dont Madame Dupas parlait, justement, qui peuvent avoir un impact à la fois sur le retour à l'école, mais aussi sur des résultats en fait, de santé sexuelle et reproductive des adolescents. Donc, c'est des activités qui étaient menées avant donc, dans des groupes plutôt importants et qui maintenant sont menées dans certains cas en fait, dans des groupes restreints ou avec les mentors en fait, qui appellent les jeunes filles qui venaient dans les groupes donc, pour pouvoir continuer à rester en contact, sachant que l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte pour celles qui allaient à l'école, qu'elles puissent en fait revenir ensuite, et pour celles qui n'allaient pas, donc quelquefois faire des passerelles en fait, favoriser les passerelles pour qu'elles puissent revenir dans le système formel ou leur donner en fait aussi des capacités à pouvoir avoir une autonomisation économique, qu'on sait justement un impact aussi sur la santé sexuelle et reproductive de ces adolescents. Donc voilà un peu sur le type d'interventions qui sont menées dans ce programme et qui peuvent être justement menées pour répondre à la question de l'éducation, mais aussi en fait aux autres outcomes, aux risques en fait de croissance, d'augmentation des grossesses ou des comportements sexuels à risque en fait qui sont menés dans le cadre donc du SWED. Je pense qu'il y avait aussi une question donc, sur les caches transferts et leur pérennité. Donc, il y a des études en fait qui sont en cours, bien évidemment. Donc, on peut citer donc cette étude qui a été menée donc par exemple par des collègues de la banque et d'autres collègues en fait académiques au Malawi, donc qui regardaient justement les impacts à court terme et les impacts à long terme des caches transferts. Donc bien sûr, le contexte en fait est important. Il est aussi important de savoir si on mène des cash transferts conditionnels ou non conditionnels, comme Madame Dupas en fait le mentionnait. Donc, c'est des études en fait qui sont en cours. Donc, il n'y a pas encore beaucoup d'études sur les impacts à long terme en fait de ce type en fait de cash transfert. Mais déjà, ce qu'on voit à court terme, donc sur les impacts, que ce soit des caches conditionnels ou inconditionnels, comme le mentionnait Madame Dupas, nous donne en fait une idée de ce à quoi on peut s'attendre dans le long terme. En fonction des contextes, ça varie. Et on espère avoir en fait on va dire des évidences qui nous viennent plus d'Afrique subsaharienne et de la région francophone en particulier. Donc, dans le cadre du SWED, là, on mène des évaluations d'impact dans tous les pays du Sahel qui sont en cours, donc avec les collègues du laboratoire d'innovation pour le sexe. Et on espère justement que ça pourra donner en fait plus de preuves dans le contexte des pays francophones et des pays du Sahel en particulier, pour répondre à cette question. Merci énormément, Madame Kosoubé. C'était vraiment très intéressant et aussi on est intéressé de voir comment le projet SWED va progresser et quels sont les résultats. Donc, pour la région du Sahel, tout ce qui font partie, je pense que ça sera intéressant de se tenir un jour. Donc, merci vraiment à tous nos intervenants, vu que c'est déjà 38, 39, je ne sais plus. Merci énormément de votre participation, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir posé des questions à nos intervenants. C'était vraiment génial. Si vous avez encore des questions auxquelles on n'a pas pu répondre aujourd'hui, je vous invite à nous écrire directement. Ici, dans le site, vous voyez mon email, mais il y aura aussi un email de suivi à ce webinaire avec, comme demandé plusieurs fois, la présentation en PDF, mais aussi la vidéo dès que ça sera disponible. Nous sommes ici pour partager des évidences qui vous intéressent sur certaines interventions, pour vous aider dans la contextualisation de ces interventions à votre contexte, si ça s'applique ou pas, et aussi avec l'assistance technique dans la mise en place de ce type d'intervention. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. Nous espérons que c'était intéressant. Encore une fois, un énorme merci à Monsieur Kofi, Madame Dupas et Madame Kosoubé pour vos interventions. Et aussi à mon collègue Rob Roger qui a fait le suivi de la chat et qui m'a aidé à synthétiser les questions.
Donc, merci. Bonne soirée, bonne matinée, bon après-midi, dépendamment de l'heure. Et à bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous les participants et à Pascaline et puis Alessia et puis à Estelle aussi, en tout cas. Merci beaucoup.